Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce très bel amphi pour cette dernière conférence des GECO 2023. Alors, comment tout réinventer? Il y a dans cet intitulé sans doute de quoi tenir plusieurs jours, mais on va faire un tour d'horizon en 2 heures. Alors, je suis persuadée que dans les différentes conférences des GECO auxquelles vous avez pu assister, des propositions ont été faites pour réinventer, ce qui prouve qu'on ne manque pas d'idées, ce qui est déjà un motif d'espérance. Mais là, on va se demander comment le faire. Alors, comment réinventer? Je donne quelques thématiques, la croissance, comment réinventer le capitalisme, le travail, comment réinventer notre approche des inégalités, comment réinventer la démocratie, comment réinventer aussi peut-être notre façon de décrire le monde économique, et puis finalement cette question peut-être au-dessus de toutes les autres, est-ce qu'au final c'est pas l'intelligence artificielle qui va, elle, tout réinventer? Alors voilà quelques pistes, mais nous en aborderons bien d'autres. Avec moi dans cet amphi, 3 intervenants, une élue rurale, Virginie Grignola-Bernard, un économiste, Philippe Aghion, et un sociologue, Pierre-Michel Menger. Et à distance, depuis les États-Unis, nous aurons Esther Duflo, professeure au MIT, et Daron Acemoglu, qui est professeur d'économie lui aussi au MIT, et qui n'a pu être avec nous en direct. Donc nous entendrons une vidéo qu'il a envoyée à notre intention cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Je pense que le numéro s'affiche ici. Donc vous pouvez dès maintenant poser des questions en envoyant des SMS à ce numéro. Et il y aura aussi pendant cette session un sondage en direct auquel vous pourrez répondre. La question posée est la suivante. La décroissance est-elle la solution pour endiguer le dérèglement climatique? Vous voyez un flash code ici, donc vous pouvez le prendre et on vous donnera le résultat de ce sondage en direct 20 minutes avant la fin de cette conférence. Donc on démarre avec vous, Philippe Aghion. Vous êtes professeur au Collège de France. Votre chaire s'intitule « Institutions, innovation et croissance ». Alors vous qui avez tellement travaillé sur la croissance, alors qu'elle est si centrale dans notre approche de l'économie, mais que l'on peut aussi la considérer comme néfaste pour l'environnement, comment vous la réinventez? Comment on réinvente la croissance? Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous et voilà, dans cette assemblée aussi prestigieuse et intimidante. Voilà, donc vous m'avez demandé de penser réinventer la croissance. Alors en fait, avec un co-auteur, Peter Howitt, en 87, on a essayé de réinventer la théorie de la croissance. Quand j'étais étudiant, la théorie dominante de la croissance, c'était une croissance qui était essentiellement générée par l'accumulation de capital, Et sous des conditions raisonnables, on t'expliquait que tu ne peux pas croître indéfiniment uniquement en accumulant du capital, qu'il fallait ce qu'on appelait du progrès technique, sans t'expliquer d'où venait le progrès technique. Et donc ce qu'on a fait, nous, avec mon co-auteur, c'est de reprendre une notion qui avait été mise en avant par Joseph Schumpeter, qui est la notion de destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est le processus par lequel les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Le nouveau remplace l'ancien, le nouveau rend l'ancien obsolète. Et nous, ce qu'on a fait, donc avec Peter Howitt, qui est là en photo, c'est de construire un modèle de croissance basé sur les 3 idées suivantes. La croissance de long terme provient d'un processus cumulatif d'innovation où chaque innovateur bâtit sur la base des innovations qui l'ont précédé. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle est le résultat d'activités notamment d'entrepreneurs qui investissent dans la recherche-développement, etc., et qui escomptent des rentes d'innovation. C'est-à-dire, si j'innove, j'ai un meilleur produit, un nouveau produit, ou je produis moins cher que les autres, et ça me donne des rentes de monopole pendant un certain temps, jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. Et c'est la perspective de ces rentes qui fait que je veux innover. Voilà. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Et évidemment, ça veut dire qu'avec ce paradigme, qui est un nouveau paradigme de croissance, qui n'existait pas avant, il y a une contradiction au cœur du processus de croissance. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation. Mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils ne veulent pas, eux,
être sujet à la destruction créatrice. Et réguler le capitalisme, c'est gérer cette contradiction. Qu'on parle de trappe de non-développement, qu'on parle de stagnation séculaire, qu'on parle d'inégalité, il y a sans arrêt cette contradiction qui revient. Voilà. Et Schumpeter lui-même était très pessimiste. Il pensait que les premiers innovateurs deviendraient des grosses firmes qui empêcheraient les nouvelles innovations. Donc il était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme. D'accord ? Alors, il y a eu une tentative de penser les politiques de croissance sans paradigme. Donc moi, j'ai proposé un paradigme qui est le paradigme schumpeterien, mais il y a eu une tentative de proposer sans paradigme. Et c'était ce qu'on a appelé le consensus de Washington, qui était très à la mode dans les années 90, et c'était de dire, en fait, on fait le signe de croix, et moi, j'ai rien contre le signe de croix, mais c'était de dire à n'importe quel pays, où que ce soit dans le monde, vous voulez avoir de la croissance, eh bien, vous stabilisez l'économie, la macroéconomie, vous libéralisez les prix, les marchés, et vous privatisez. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas stabiliser, qu'il ne faut pas libéraliser, qu'il ne faut pas privatiser. Et en gros, on expliquait à n'importe quel pays, sous n'importe quelle latitude, le FMI, on appelait ça consensus de Washington, c'était le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain. Et ils disaient exactement la même chose. Et si vous faites ça, ben vous êtes bon. Et c'est tout ce que vous devez faire, quoi. Et or, en fait, cette croissance-là, donc d'abord, on a vu qu'il y a des pays qui ne faisaient pas exactement ça, notamment en Asie, qui ont cru très vite, et des pays qui ont suivi ça exactement et qui n'ont pas eu de croissance. Mais surtout, il y avait un autre problème, c'est qu'il ne s'agissait là ni de croissance verte, ni de croissance inclusive. Or, ce qu'on voudrait, c'est avoir une croissance soutenue, mais qui soit à la fois verte et inclusive. Et là, il y a deux idées reçues contre lesquelles je vais me poser. La première, c'est qu'il n'y a pas de croissance verte possible. Ça, c'est la décroissance. C'est ceux qui pensent que la seule façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de renoncer à la croissance, que la décroissance est la seule solution au réchauffement climatique. Et la deuxième idée que je veux pourfendre, c'est qu'on ne peut pas à la fois choisir la croissance et l'innovation d'un côté, et d'être inclusif et protecteur de l'autre. En gros, ou vous choisissez le modèle américain, où il y a de la croissance et de l'innovation, mais qui n'a pas un bon modèle social, ou vous choisissez le modèle européen, qui lui a un modèle social, mais qui lui n'a pas beaucoup d'innovation. D'accord ? Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi je pense que ces deux idées sont fausses. Alors la première idée, la croissance verte est impossible. Eh bien, effectivement, historiquement, si vous regardez la température, l'évolution de la température, vous voyez qu'elle décolle à partir du 19e siècle. Et c'est exactement quand la croissance décolle. Si je vous montrais ce qu'on appelle les courbes de Madison, hier il y avait une discussion intéressante sur l'histoire de la croissance, et le grand absent, injustement, c'était Madison. On aurait dû parler de Madison hier, et Madison vous montre que le décollage du PIB par tête mondial, c'est justement avec la première révolution industrielle. Mais c'est là que la température augmente. Donc effectivement, historiquement, les partisans de la décroissance ont raison. C'est vrai que l'accroissement de température est lié au décollage de la croissance. Mais est-ce que pour autant, on veut revenir à avant 1820 ? Non. On a eu, nous, une expérience de décroissance. Ça a été le confinement, le premier confinement entre mars et mai-juin 2020. Le PIB français, le PIB, a baissé de 35%. Et nos émissions de CO2 de 8%. Mais est-ce que vous voulez être en permanence sous le premier confinement ? On était obligés, on n'avait pas le vaccin. Mais on sait que ça a causé des dommages considérables parmi la jeunesse, etc. Est-ce qu'on veut être en permanence en premier confinement ? Donc l'alternative, c'est l'innovation verte. Mais le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte. Il y a des études qui montrent que les entreprises qui ont beaucoup innové dans le passé dans des technologies polluantes tendent à spontanément continuer d'innover dans les technologies polluantes parce qu'on tend à conserver les mauvaises habitudes. Alors ça veut dire d'abord que la destruction créatrice est très utile. Ça veut dire quoi la destruction créatrice ? Ça veut dire que je fais venir des nouvelles entreprises. Elles n'ont pas ce problème des mauvaises habitudes. Donc la destruction créatrice déjà est une solution au problème de la transition énergétique. Et puis il y a le rôle de l'État. L'État peut rediriger le changement technique des entreprises. Avec la taxe carbone, avec la politique industrielle verte, avec les subventions à l'innovation verte, l'État a les moyens évidemment, spontanément, les entreprises n'innovent pas dans les technologies vertes si elles ont innové dans les technologies polluantes dans le passé, mais l'État, à travers la taxe carbone et la politique industrielle verte, peut rediriger le changement technique des entreprises vers les technologies vertes. Et donc, ça c'est quelque chose d'important, mais la société civile a un rôle à jouer aussi. Si, par exemple, on explique que les entreprises sont polluantes, telle ou telle entreprise, les consommateurs maintenant, dans nos pays, tendent à aller vers les entreprises non polluantes. Donc il y a un rôle, c'est très intéressant, il y a ce triangle entre les entreprises qui innovent, l'État,
qui peut rediriger le changement et la société civile, notamment les consommateurs, qui peut également faire pression pour aller dans le bon sens. Donc voilà, l'idée de dire, ben non, le futur, on peut avoir une croissance verte avec l'innovation verte, elle n'est pas spontanément verte, mais la destruction créatrice et le triangle entreprise, État, société civile permet de résoudre le problème. Alors maintenant, je viens à la dernière partie, qui est, est-ce que la croissance inclusive est impossible? Alors effectivement, les États-Unis, c'est un pays qui est très bon en innovation, mais pas bon socialement. Et l'Europe est bonne socialement et pas bon en innovation. Je vous montre simplement deux tableaux. Ici, on regarde ce qu'on appelle les indices de Gini. Une mesure de Gini proche de 1, ça veut dire qu'on est beaucoup d'inégalités. C'est l'écart à l'égalité parfaite. Si on était dans un monde où tout le monde gagne la même chose, on a un Gini à 0. Si on est un monde très inégalitaire, on a un Gini à 1. Vous voyez que les États-Unis ont un Gini supérieur à la France, l'Allemagne et les pays scandinaves. On peut regarder le taux de pauvreté également là. Les États-Unis ont un taux de pauvreté supérieur à la France, à l'Allemagne et aux pays scandinaves. Donc sur le plan social, c'est pas terrible. Et quand vous avez un problème de santé aux États-Unis et que vous n'avez pas d'argent, c'est le drame. Alors moins chez nous, évidemment. D'accord? Ça, c'est le mauvais côté des États-Unis. Le bon côté des États-Unis, c'est qu'ils innovent. Là, je regarde les brevets triadiques. C'est les brevets qui sont enregistrés dans l'Office américain des brevets, l'Office européen des brevets et l'Office japonais des brevets. C'est les bons brevets. Et vous voyez que les États-Unis, en bleu, sont très au-dessus. Et je regarde le nombre de brevets triadiques par million d'habitants. Les États-Unis sont très au-dessus de l'Europe, qui est en verte, et de la Chine, qui est en rouge. Donc les États-Unis ont un merveilleux modèle d'innovation. Alors il y a des gens qui ont dit, eh bien, y compris certains qu'on va entendre tout à l'heure, ils ont dit que, eh bien, il faut choisir, quoi. Ou tu décides d'être innovant et tu n'es pas inclusif, ou tu décides d'être inclusif et tu n'es pas innovant. Je pense que c'est faux, parce que voilà des politiques qui permettent d'être à la fois plus innovant et plus inclusif. Par exemple, le Danemark a mis en place le modèle de flexi-sécurité. Quand tu perds ton job au Danemark, pendant 2 ans, tu as 90% de ton salaire et on t'aide à trouver un nouveau job. Eh bien, l'effet au Danemark, ça veut dire que quand tu perds ton job, il n'y a aucun effet négatif sur la consommation d'antidépresseurs et aucun effet négatif sur les problèmes circulatoires. Donc, ils ont un système en Danemark, quand tu perds ton job, il n'y a aucun impact négatif sur la santé. Et ça veut dire qu'en même temps, les entreprises ont plus de flexibilité pour embaucher et pour débaucher, pour changer d'activité. Donc, ça rend l'économie danoise plus innovante, puisqu'on peut faire plus facilement de la destruction créatrice au Danemark, mais en même temps plus protectrice. On protège les individus. Voilà une politique qui te rend à la fois plus innovant et plus protecteur, c'est la flexi-sécurité. Une deuxième politique qui te rend plus innovant et plus inclusif, c'est l'éducation. Il y a eu un certain nombre d'études qui regardent la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Donc là, le diagramme de gauche, c'est aux États-Unis sur des données récentes. Au milieu, c'est les États-Unis sur données historiques. Et à droite, c'est la Finlande. Et on voit que plus le revenu des parents est élevé, plus on a des chances d'innover. Parce qu'en fait, la raison, c'est parce que les parents, même en Finlande, c'est vrai, parce que en Finlande, eh bien, les parents qui gagnent plus sont plus éduqués et ils transmettent à leurs enfants du savoir et des aspirations. Ils peuvent dire, voilà ce que tu peux faire. Et donc, en fait, eh bien, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enfants très doués, mais qui sont nés de familles où les parents ne savent pas les diriger, ne savent pas leur dire « mais tu peux devenir innovateur, je te donne le savoir et les aspirations ». Et donc on a beaucoup d'individus chez nous qui pourraient être innovateurs et qui ne le sont pas. Et donc éduquer, avoir un système qui permet à ces enfants d'accéder à l'innovation, par exemple la réforme finlandaise de l'année 70, qui a permis, vous voyez que cette réforme finlandaise montre de combien on a augmenté la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Ça a fortement augmenté la probabilité d'innover pour les gens de bas revenus. Tu fais une réforme comme ça, eh bien ça te rend plus innovant, puisque plus de gens peuvent innover, et ça te rend plus inclusif, puisque plus de gens participent au processus d'innovation. Et je voulais mentionner une dernière politique qui te rend à la fois plus innovante et plus inclusive, c'est la concurrence. On a vu qu'aux États-Unis, il y a eu un déclin de la croissance de la productivité moyenne annuelle depuis 2005. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est à cause des GAFAM. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec la révolution des technologies de l'information, au début, ça a dopé la croissance américaine, mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça a permis aux GAFAM d'émerger et de devenir très gros. Et là, on tombe dans le syndrome que Schumpeter dénonçait au début. Et ces GAFAM, elles ont fini par décourager l'entrée de nouvelles firmes. Là, on regarde les taux d'entrée de nouvelles entreprises, on voit que ce
taux d'entrée, quelle que soit la taille des entreprises, décline depuis les années 2000. C'est que les GAFAM ont découragé l'entrée parce qu'il y avait une politique de concurrence aux États-Unis pas adaptée. On permettait aux GAFAM de grossir sans leur mettre de limite. Si maintenant tu réformes la politique de concurrence aux États-Unis et tu limites le pouvoir des GAFAM, eh bien, tu vas devenir plus innovant puisque tu permets à de nouvelles entreprises innovantes de rentrer, mais tu deviens également plus inclusif puisque tu permets la destruction créatrice et qui génère de la mobilité sociale. Permettre à des nouveaux de venir, c'est de générer de la mobilité sociale. Voilà encore une politique qui est à la fois te rend plus inclusif et plus innovant. Et en fait, le secret, c'est à nouveau l'État, les entreprises, l'État et la société civile. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Je reviens à Schumpeter. Schumpeter, quelle était sa crainte ? La crainte de Schumpeter, c'était que les innovateurs d'hier deviennent des gros conglomérats qui bloquent l'entrée de nouveaux. Eh bien, évidemment, l'État peut réglementer par la concurrence, mais rien ne garantit que l'État va mettre en œuvre une politique de concurrence, parce qu'il y a beaucoup de lobbying. Qui peut limiter le lobbying ? La société civile, avec les médias, les électeurs, etc. Et donc on voit à nouveau que le triangle est crucial pour générer une croissance qui soit à la fois soutenue et inclusive. On doit avoir ce triangle entreprise, État, société civile, qui est à mon avis la réponse au dilemme de Schumpeter. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Peut-être une petite question qui nous ramène chez nous et à l'actualité, mais cette croissance réinventée dont vous nous parlez, croissance verte, avec incitation des entrepreneurs à changer de technologie, avec un focus mis sur l'industrie verte, est-ce que ce n'est pas justement la politique que suit le gouvernement aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manquerait pour que ça soit votre réinvention à vous de la croissance ? Oui, alors je ne vais pas juste, là, j'ai pas le temps de juste juger la politique. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu le rapport Pisani-Ferry, Selma Mahfouz, Pisani qui était là, qui était présent au GECO, et donc ils ont fait un certain nombre de propositions, et je crois qu'elles ont été prises au sérieux par le gouvernement. Donc je crois qu'en tout cas, il y a une volonté d'agir, en tout cas. Maintenant, ce que ça va donner, voilà, tout est à regarder, parce qu'il y a l'idée d'une politique industrielle verte, mais la politique industrielle doit être compatible avec la concurrence, puisqu'on a vu que la concurrence, c'est important. Donc il y a toujours le danger avec la politique industrielle, c'est qu'elle aille contre la concurrence. Donc il faudrait que la gouvernance de la politique industrielle aille de pair avec le maintien de la concurrence. On veut à la fois cibler le vert, pour être innovant, puis faire pendant aux Américains qui font l'IRA. Eux, ils sont très politique industrielle verte, et nous, l'Europe, pas tellement. Donc la France essaie de faire un gros effort, mais il y a la gouvernance, il n'y a pas seulement les montants qu'on alloue, il y a aussi la gouvernance de la politique industrielle verte. Mais en tout cas, il y a des pas qui sont dans la bonne direction. Après, il faut voir comment ça sera gouverné, et donc tout ça, évidemment, est un gros débat qui nécessiterait en lui-même une autre session. Merci beaucoup. Très, très bien. Donc on va maintenant écouter la vidéo que nous a transmise Daron Acemoglu, qui est professeur donc, au MIT. Donc il s'est lui aussi intéressé aux effets positifs ou négatifs de la technologie. Et au début, vous allez entendre, il va être notamment question d'intelligence artificielle. I am sorry that I cannot join this exciting conference in person. But nevertheless, it gives me pleasure that I will be able to talk to you remotely. Thank you very much for this question. Of course, it is critical what we can get from the AI revolution and what we can do in order to get socially beneficial outcomes from the AI revolution. In this context, my work and recent writings have emphasized that there is a direction of development and use of AI tools that would actually be quite beneficial. It would focus on what I have called a pro-human direction, pro-worker in production and pro-citizen in communication. What I mean by that is that we have overwhelmingly used digital technologies over the last 40 years for automation. Of course, there have been exceptions, such as creating new products and sometimes new tasks, but most of the digital technologies, including robots, advanced machinery, office software, have been
focused on automation. And what they have failed to do is to boost worker capabilities and contribution to production, which, for example, in the past we have achieved by providing better tools for workers and enabling workers to perform more complex and new tasks. A pro-worker direction would mean not abandoning automation, but complementing automation with new tasks using AI and better information for workers to become such decision makers. A pro-citizen direction would mean using and developing communication tools in a way that encourages citizen information, autonomy, and agency without undue bias and manipulation, and providing new platforms and tools for individuals to participate in politics in an equal footing. The reason why I am very concerned about AI is because we are currently going in a very different direction. In production, we are heading towards more and more automation, and that's the target of many of the leading tech companies when it comes to AI and generative AI tools as well. And in communication, the existing path leverages digital technologies, data mining and machine learning in the past, and today, AI for manipulation and creating excessive user engagement in order to monetize their data via digital ads. Those two directions, which are the opposite of pro-worker and pro-citizen, are very dangerous for inequality, and they're very dangerous for democracy. And unfortunately, there is no way that I see that we would change course unless there is significant change in policy and in the industry. So for us to make the best use of the AI revolution, we need to first start with a recognition that a pro-worker, pro-citizen direction is both feasible and desirable, and then start building institutions, policies, and new norms for making this direction a reality. That cannot be done without curbing the power of the largest tech companies, and it cannot be done without empowering the labor movement so that labor has a voice in the process, and it cannot be done without new government regulations. Thank you also for asking about whether technological revolutions are unadulterated goods that can help save the world, or we should fear them. It is actually a matter of almost fundamental belief in economics that technological breakthroughs are good for society. After all, better technology, better scientific knowledge means expanded capabilities for us. Better communication, producing more output with the same amount of input. And how could that be bad? That's largely the basis of my initial starting point in this area as well. But over time, especially with the developments over the last 12, 15 years, and my own work over this time span, I have become more cautious. And I would say, yes, we should fear technological revolutions, not in the sense of we should oppose technological revolutions. I would not advocate a naive Luddite position. But we should fear technological revolution for the very simple reason that technologies increase the capabilities of human actors to do good and to do bad. And technologies by themselves do not generate automatically
powerful enough forces that will ensure shared prosperity. For example, the breakthroughs in chemistry and the associated Haber-Bosch process was an amazing advance of science, which then enabled German chemists and factories, and then later the entire world, to produce synthetic fertilizers that have enabled us to feed 8 billion people. We would not have been able to do that without something like the Haber-Bosch process. But the same process was immediately used by the same people and sometimes the same companies to create much more powerful explosives that have killed hundreds of thousands, perhaps millions of people. So the direction of technology and the direction of use of technology can have very different social consequences. And perhaps surprisingly for basic economic sort of thinking, the same is true if we simply just think of technologies that expand our productive capabilities. The reason why economists have been more optimistic on this is because they think of what Simon Johnson and I call in our new book, Power and Progress, our 1,000-year struggle over technology and prosperity, we call the productivity bandwagon. The belief in economics that productivity increases create a bandwagon-like process which will lift most people into higher living and standards of living. And the main channel for that is that in many of our models, there are enough forces baked in that an increase in productive capabilities leads to higher wages. Most of us earn our living in the labor market, and if wages increase, that's a very important step towards shared prosperity. My work with Pasquale Restrepo over the last 15 years and my book with Simon questions this. In particular, we show theoretically and empirically with Pasquale and historically with Simon that there are two important preconditions for a productivity bandwagon-like effect. First, related to power and institutions, labor needs to have enough voice and power in order to share in the gains. If there is, for example, labor coercion, which has been the state in most of humanity, productivity can increase and firms can even get more effort or labor out of the workforce, but without paying higher wages, in fact, even repressing them more. And we've seen many examples of that, for example, in the context of slavery or medieval institutions. But even more fundamentally, not all technological change activates the productivity bandwagon. If what we do is automate work, that automation reduces the need for labor, average productivity increases but marginal productivity doesn't, and basic economics tells us that firms are going to be only willing to hire more labor and pay labor more if marginal productivity increases. It was a matter of belief and sometimes convenience of assumptions that made economists conclude that average productivity and marginal productivity go hand in hand. There are many models in which they do, and there are many historical episodes and recent episodes in which they do, but there are also very good reasons for average and marginal productivity to diverge. Automation, substitution of machines and algorithms for tasks previously performed by labor, is exactly the type of thing that will create a bigger and bigger wedge between average and marginal productivity. And there are plenty of examples in history where we see that average productivity and things that benefit entrepreneurs and capital owners don't lead to higher wages. So the productivity bandwagon really depends on a more balanced portfolio of technologies, how they are developed. And this is especially true and especially a choice when we have general purpose technologies, and it depends on the right institutions. And I think the reading of history that there was an almost inexorable process that led us to benefit from new technologies is wrong. Of course, we are the beneficiaries of the process that started with the British Industrial Revolution sometime in the middle of the 18th century. We are more prosperous today, much more comfortable, much healthier, but there was nothing automatic about that.
It took a political struggle, it took a redirection of technological change, sometimes around 1850s. And if you look at the data from 1750 to around 1850, the conditions of the British working class were horrible. They were not the beneficiaries of new technologies. In fact, their condition probably worsened during this process. So this is, again, very important lesson for today, because we shouldn't just expect that left to its own devices, the market system or even the political system, especially if it's captured by big tech, will deliver shared prosperity. So yes, there is reason to be cautiously optimistic about technological revolutions, but also there is reason to fear technological revolution or to be concerned about their direction, because we need to make sure that we build the right institutions and we redirect these technologies in a beneficial direction. And unless we become concerned about that, we're not going to do it. And thank you for asking about the role of civil society. That's been a very important part of my work. You see this in the emphasis that James Robinson and I put in the book that we wrote in 2019, The Narrow Corridor, State Societies and the Fate of Liberty. And civil society plays a critical role in my book with Simon Johnson, Power and Progress. The reason for that is because once we recognize that the direction of technological change is a choice and is critically important for how much productivity gains we're going to get, who's going to benefit from it, whether we're going to get more inequality, whether we're going to collapse democracy, it becomes critical that the direction of technology is not just chosen by a monarch or by a small group of elites, but it's a more democratic choice. Or in other words, borrowing an idea from James Galbraith, there needs to be countervailing powers against groups that have immediate control over the direction of technology. That's the tech industry in the United States today. In the past, it may have been large corporations. And those countervailing powers come partly from government regulation, but they also come from non-governmental sources. One is labor unions and labor movement in general. That's been very important in history, and it's been important in how we have used technology in the past and how we have trained workers to use technology together with the direction of technology. And sometimes it's the civil society. Like in the United States, most of the regulations that we depend on today in healthcare, in safety, in product quality have come out of a civil society action, the consumer protection movement and other pressure groups led by people like Ralph Nader that really changed both what companies did and government regulation. And we're seeing exactly the same thing when it comes to the environmental area, the energy area. There's been a tremendous redirection of technological change away from fossil fuels, not enough, by no means enough, but it's been a remarkable one over the last 10 years that has reduced the cost of producing electricity from solar, offshore or onshore wind. And that's been a result of innovation, but it's also been a result of pressure from civil society as consumers, as workers, as civil society organizations. And all of this is critical because government intervention by itself is not going to be enough, and the government intervention itself needs to be pushed by society. You need the cooperation between government and civil society. And in fact, it's generally true that norms and institutions need to work together. So if the norms in the corporate world is we hate, anything to do with, limits on fossil fuel emissions, you can pass a carbon tax or put regulations, but government firms are going to find ways of going around it. If you just try to change norms and build corporate social responsibility, it's not going to work. It's the meeting of the right set of regulations and a process that starts changing norms and visions or priorities in the business world that's going to be very important. Thank you very much for these excellent questions. And once again, I'm really happy that I could share my thoughts with you, but I'm sorry that I couldn't be there in person. Thank you. Bon, merci.
Merci, lui aussi à distance. Alors, à la fin de la conférence, nous reviendrons sur cette thématique de l'intelligence artificielle, notamment avec vous, Philippe Aghion, puisque vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être tenue. Donc, on reste aux États-Unis. Je me tourne à nouveau vers l'écran. Vous voyez apparaître là la question du sondage auquel vous pouvez répondre. Et Esther Duflo, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Est-ce qu'on va vous voir apparaître ? Oui, bonjour. Donc, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes professeur au MIT. Vous avez obtenu le prix de la Banque de Suède, dit prix Nobel d'économie en 2019 pour vos travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Et l'un de vos ouvrages s'intitule justement « Repenser la pauvreté ». C'est avec ce thème que vous vouliez démarrer votre intervention. Vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais d'abord corriger mon affiliation. Je suis professeur au MIT et au Collège de France. Donc je voulais juste clarifier ce point. Pour mes quelques mots d'introduction, après avoir écouté Philippe et Daron, je voulais peut-être revenir sur votre question, comment repenser les institutions internationales et en particulier la coopération internationale étant donné l'état du changement climatique aujourd'hui. Alors, les deux questions, à la fois Philippe et surtout Philippe et un petit peu Daron se sont posé la question de comment on peut aller vers une croissance qui sera plus respectueuse de la planète. Est-ce qu'on peut et comment on peut le faire? Moi, je voudrais poser une question qui est plus urgente que ça, c'est qu'en quelque sorte, le changement climatique est déjà là aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il touchera déjà certaines personnes. Il touche déjà certaines personnes. On le voit dans nos pays à nous. On le voit pas, mais on le verrait si on regardait dans les pays du Sud. Ce changement climatique, il a deux caractéristiques. D'une part, il est produit de manière très inégalitaire entre les pays du Sud et les pays du Nord. D'autre part, il est vécu, ses conséquences sont aussi très inégalitaires dans les pays du Sud et les pays du Nord, mais malheureusement, le lieu de la production et le lieu où les dommages ont lieu sont opposés. Donc, spécifiquement, le changement climatique aujourd'hui est dû aux émissions qui sont dues au choix de consommation, enfin à la consommation des habitants. Et cette consommation est extrêmement inégalitaire puisqu'elle est liée aux inégalités de revenus. Si on prend en compte non seulement donc c'est vrai historiquement, et ça les gens sont toujours prêts à l'accepter, c'est comme Philippe l'avait montré, le choix pas le choix, mais la trajectoire de développement qui a été choisie pendant la révolution industrielle, qui a mobilisé des ressources très intensives en carbone. Tout ce carbone est aujourd'hui un stock qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Donc historiquement, c'est tout à fait clair que ce sont l'Europe et les États-Unis qui sont responsables d'une grosse partie du stock. Mais ensuite, ce qu'on entend souvent dire, oui, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus vrai. La Chine, par exemple, produit est le plus gros émetteur de CO2 aujourd'hui. Donc historiquement, c'est les États-Unis. Il y avait un titre comme ça dans le New York Times aujourd'hui. Les États-Unis sont historiquement le plus gros producteur d'émissions, mais la Chine est aujourd'hui le plus gros producteur d'émissions. Mais ce que ça ne prend pas en compte, c'est qu'une grosse partie des émissions de CO2 qui ont lieu en Chine ou en Inde d'ailleurs sont au service de biens qui sont ensuite consommés dans le reste du monde. Donc la Chine est exportatrice d'émissions. L'Inde est exportatrice d'émissions, les États-Unis, la France, toute l'Europe sont importatrices d'émissions. Et quand on prend ça en considération, on a un tableau qui devient à nouveau, même en ce qui concerne les flux d'émissions aujourd'hui, beaucoup plus défavorable, beaucoup plus biaisé vers les pays qui sont riches aujourd'hui. Pas seulement les pays qui sont riches aujourd'hui, les citoyens qui sont riches aujourd'hui, mais enfin, il se trouve que beaucoup d'entre eux sont dans les pays riches. Donc si on résume la contribution, les inégalités de contribution au réchauffement climatique aujourd'hui, on peut le dire, c'est une formule de Lucas Chancel, qu'à peu près 10%
des plus grands pollueurs de la planète sont responsables de 50% des émissions. Et inversement, les 50% les plus petits pollueurs de la planète sont responsables de 10% des émissions. Donc ça, c'est la première chose. Et il se trouve que ces grands pollueurs sont essentiellement dans les pays riches. Et pas du tout dans les pays pauvres. Et que, par exemple, même si on arrivait à diminuer, à éliminer entièrement la pauvreté, c'est-à-dire où tout le monde qui est aujourd'hui sous la ligne de 2 dollars par jour et par personne passe au-dessus, on aurait une croissance des émissions d'à peine 2%. Donc pour ce qui est des plus pauvres, il n'y a en fait pas d'arbitrage du tout aujourd'hui, mais sans même changer de modèle, entre la consommation, dont ils ont terriblement besoin, en particulier pour se protéger des changements climatiques, et la protection de la planète. Le deuxième point, donc, c'est que les dommages liés au changement climatique, il y en aura partout. On l'a bien vu, que ce soit on a vu les inondations, la sécheresse, etc. On le vit aussi en France, les feux de forêt qu'on vit aux États-Unis. Mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que la plus grande partie des maux auront lieu dans les pays les plus pauvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des pays où il fait déjà chaud. Donc ça, c'est la première raison. C'est-à-dire il y a déjà beaucoup de jours au-delà de 30 degrés Celsius par an dans des pays comme l'Inde, dans des pays comme la plupart des pays africains, mais surtout la région du Sahel, dans le nord de l'Amérique latine, qui se trouvent être des pays où les gens sont pauvres. Donc les pays qui sont pauvres sont déjà dans des endroits où il fait chaud, et au fur et à mesure que la planète se réchauffe, les dégâts de ces températures n'ont pas du tout un effet linéaire, c'est-à-dire passer de 20 à 22 degrés en température moyenne, c'est pas du tout la même chose que de passer de 28 à 30, parce que le corps humain, et d'ailleurs les cultures, les animaux, etc., supportent très mal les températures au-dessus de 32 degrés Celsius. Or, il y aura beaucoup plus de jours au-dessus de 32 degrés qui seront rajoutés dans ces pays qui sont pauvres aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont dans des endroits qui sont déjà chauds. Le deuxième problème, c'est que le revenu est un facteur d'adaptation au changement climatique très important. Donc, par exemple, quand il fait très chaud au Texas, les gens allument leur air conditionné et passent de leur maison fraîche à leur voiture fraîche, à leur bureau frais, où ils peuvent continuer leur travail. Et il n'y a pas vraiment d'effet très important sur leur productivité ou sur leur santé. Tandis que quand il fait très chaud au Pakistan, les gens n'ont pas l'air conditionné chez eux, doivent souvent travailler à l'extérieur, soit parce qu'ils travaillent dans la construction, soit parce qu'ils sont fermiers, et donc ils sont exposés à ces températures. Et du coup, l'effet de ces jours chauds d'une même température au Texas et au Pakistan est extraordinairement différent. Donc si on combine les deux, on voit que pour ce qui est de l'effet des températures en elles-mêmes, sans même prendre en compte les catastrophes qui sont liées au changement climatique, juste l'effet direct des températures élevées, il y aura un effet très important sur la mortalité si on ne change pas quelque chose très rapidement, si on continue dans la trajectoire actuelle, il y aura un effet sur la mortalité de 73 pour 100 000 qui correspond à peu près 6 millions de morts, ou l'équivalent de toutes les morts de mortalité infectieuse aujourd'hui, de maladies infectieuses aujourd'hui. C'est comme si on prenait tous les morts du sida, de la tuberculose, du paludisme, qu'on les additionnait, et ce sera les morts qu'on aura chaque année dues aux températures élevées, simplement. Or, ces morts, on va les trouver essentiellement dans les pays pauvres. En fait, dans les pays riches, il y en aura aussi en été, mais en même temps, il fera moins froid l'hiver, donc ça s'annule. Donc, ce que ça signifie, c'est que nos choix de vie, que ce soit la consommation ou la trajectoire de croissance dont parlait Philippe, et donc les émissions que nous envoyons dans l'atmosphère chaque année, infligent des dommages très importants aujourd'hui et dans le futur aux citoyens les plus pauvres. Ce qui, à mon avis, nous pose une responsabilité morale extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est pas juste une question, pour moi, c'est pas une question de solidarité, c'est pas une question de charité, c'est vraiment une question d'éthique, c'est-à-dire, très bien, on peut continuer à envoyer du carbone dans l'atmosphère en le faisant. Chaque tonne de carbone qu'on envoie, essentiellement, tue
Personne. Et quand on les accumule, chaque année, aujourd'hui, et qu'on met une valeur, qu'on utilise les valeurs, même si elles sont un petit peu arbitraires, de la valeur d'une vie statistique, on peut dire que le coût de nos émissions en termes de mortalité, si on combine les États-Unis et l'Europe, arrive à peu près à 500 milliards par an. Alors le chiffre de 500 milliards a été évoqué pour parler du coût de la transition. Là, c'est pas ce dont je parle. Hein. Je parle simplement en fait, c'est 518 milliards, on va prendre ce chiffre-là. C'est la pénalité qu'il faudrait qu'on s'impose, qui est due, les dommages que nous infligeons par nos émissions de carbone chaque année. 500 milliards de dollars par an, c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant qu'il faut réinventer les institutions internationales, parce on est très 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 loin du compte en termes des transferts qui existent aujourd'hui des pays riches vers les pays pauvres. Par exemple, l'aide extérieure américaine aujourd'hui aux États-Unis est d'à peu près de 50 milliards par an, donc c'est à peu près un dixième de ce qu'il faudrait simplement pour compenser. Alors aujourd'hui, on s'approche de la COP. À la dernière COP, il y a eu une décision d'établir un fonds pour pertes et dommages, donc qui correspond un petit peu, on pourrait dire, voilà, il faudrait qu'on y mette 500 milliards par an, simplement pour les pertes et dommages, pas pour favoriser la mitigation, le changement, etc. Ça, ce serait en plus. Aujourd'hui, le fonds de pertes et dommages n'est pas abondé. D'ailleurs, il est presque tombé à l'eau dans les négociations préliminaires à la prochaine COP, parce que, d'une part, les pays en développement ne voulaient pas qu'il soit hébergé par la Banque mondiale. D'autre part, les États-Unis voulaient être sûrs qu'il n'y ait aucune obligation de l'abonder. Bon, les États-Unis ont gagné sur les deux plans, puisque le fonds sera hébergé par la Banque mondiale, c'est ce qui a été proposé, et les contributions ne sont pas obligatoires, elles sont volontaires. Donc aujourd'hui, on en est là. On va avoir un fonds hébergé par la Banque mondiale, donc on ne réinvente pas vraiment les institutions internationales, sauf si la Banque mondiale se réinvente. D'autre part, les contributions sont volontaires. Donc si on suit l'expérience qu'on a eue jusqu'à maintenant de contributions volontaires proposées pour aider les pays pauvres, il y a eu un accord à Copenhague de 100 milliards de dollars par an. Les 100 milliards n'ont jamais été atteints. Dans la mesure où il y a eu des transferts vers les pays pauvres, ce sont presque essentiellement des prêts et pas des dons. Et en plus, ces prêts étaient destinés non pas à l'adaptation ou à la compensation, mais presque essentiellement à la mitigation de changements climatiques futurs. Donc en fait, dans ces 100 milliards, on prête de l'argent à ces pays pour qu'ils évitent de contribuer au changement climatique, ce qui est aussi bon pour eux que pour nous. Donc, tout ça pour dire qu'on est très loin du compte, et donc il faut réinventer, à mon avis, un système obligatoire de contribution des pays riches vers les pays destinés aux pays pauvres, donc qui pourrait être abonder ce fonds. La proposition que j'ai faite, c'est de s'appuyer sur l'accord minimum de taxation des entreprises de l'OCDE, qui est arrivé à une taxation minimum de 15% pour les plus grandes corporations, donc il y a un côté un petit peu déjà progressif dans cette taxation. Si on faisait passer de ça de 15% à 20%, ça lèverait déjà quelque chose comme 300 milliards de dollars, donc ce serait une bonne partie de ce qu'il faut. Il y a le rapport de EU Tax Observatory de Gabriel Zucman qui vient de sortir ce mois d'octobre, qui dit que taxer les 3000 ou les 2000 ou 3000 plus grandes fortunes de la planète à 2% par an pourrait lever 200 milliards. Donc si on combine les deux, on arrive à nos 500 milliards. Donc c'est pas du tout, je pense, irréaliste de penser qu'on pourrait lever cet argent-là, et ça changerait la donne considérablement. Et je pense que ça changerait aussi le regard que portent les pays à faible revenu aujourd'hui vers les pays riches, qui est pour l'instant extrêmement douteux.
En particulier, je pense, parce que dans les années passées, en particulier dans les 10-15 dernières années, et plus particulièrement pendant la crise du Covid, le monde, disons, plus fortuné n'a pas démontré une grande capacité de solidarité avec le monde moins riche. Je vais en rester là pour l'instant et je suis prête pour répondre aux questions. Merci beaucoup Esther Duflo. Donc vous avez parlé de réinventer les institutions internationales, et pour le moment on sait que c'est l'ONU qui s'occupe de ces questions sur le climat. Justement pour croiser ce regard peut-être et parler d'institutions plus locales, mais toujours quand même d'organisation de la vie en commun. À mes côtés, Virginie Grignola-Bernard, vous êtes maire de Bresse-Vallon, donc c'est une commune rurale de 2400 habitants, qui est à 80 km de Lyon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de se réinventer quand on arrive comme ça et qu'on devient maire d'une commune rurale ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Écoutez, je vais tenter très modestement de vous présenter quelques actions qui illustrent comment, sur notre commune, nous participons aux transitions. Mais avant cela, vous l'avez dit, nous sommes à 80 km de Lyon. Typologie d'une commune rurale faite de 2400 habitants avec une moyenne d'âge autour un peu moins de 40 ans. Des activités artisanales et agricoles au sein d'un territoire de 2 AOP, une coopérative laitière, donc avec une tradition de la coopération, de la mise en commun qui façonne aussi et qui est un héritage pour nous de notre ADN de conseil municipal. Et puis une industrie du gaz qui est pour notre commune le premier site de stockage mondial d'hydrogène vert en cavité saline qu'on vient d'inaugurer il y a quelques semaines. Un tissu associatif dense. Voilà, j'en resterai là pour ça, puisque tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on se réinvente, ou plutôt comment on consolide, on refonde, on articule ou on enrichit l'existant. Parce que malgré un terreau fertile, notre commune, elle n'échappe pas à la question de la baisse de participation aux élections, à la baisse ou au manque de renouvellement des bénévoles au sein des associations, à la question d'un nouvel équilibre à trouver entre espace rural et espace urbain, ou bien encore à la désertification des services publics. Bref, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais en tout cas, ces constats, ils relèvent de réalités diverses. Notamment, le premier que l'on peut constater, c'est que l'engagement change, mute avec les nouvelles générations et qu'il y a des nouvelles formes de travail qui émergent aujourd'hui. D'aucuns seraient pessimistes. Nous, on pense et on affirme haut et fort qu'il n'y a pas de territoire sans bons avenirs, il y a des territoires sans projet. On s'est donc mis en quête d'en définir un. Et on s'est interrogé sur comment faire émerger des nouvelles formes de gouvernance qui soient à la fois plus participatives et plus inclusives, des publics qui permettent aussi à des publics éloignés de nos institutions et du tiers secteur d'y participer, en sachant que l'ancrage local semble être un facilitateur de l'acte de citoyenneté. Alors, pour cela, on s'est mis en démarche d'une vision prospective et volontaire de transformation et d'accompagnement des transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, sociales, démocratiques. Nous avons fondé notre action et notre projet autour de principes fondateurs que je vous livre ici. Le premier qui est agir localement et penser globalement. Aujourd'hui, on est dans un écosystème et des interdépendances, qui soient avec l'agglomération, le département, la région, l'État, l'international, qui doivent être questionnées. Le deuxième, c'est donner du sens à l'action. Comment on embarque des habitants dans un récit pour les faire adhérer à des propositions. Le troisième, c'est le droit à l'expérimentation. Aujourd'hui, on a une palette d'outils. On cite souvent l'expérimentation, mais elle est peu formalisée. Pourtant, c'est une véritable clé pour imaginer d'autres formes de projets et de relations. Mais
avec une prise de risque, puisque cela sous-tend de savoir jusqu'où on veut expérimenter, quelle en est la plus-value, quelle méthode d'ingénierie on va mettre en place, sommes-nous équipés, comment on garantit le droit à l'erreur, quelle posture tenir. Vous voyez toutes les questions que ça évoque. Quatrième élément, la pratique de l'expertise d'usage. Qui mieux que les habitants ou la société civile pour venir enrichir les politiques locales? Et enfin, le changement de place et de posture de l'élu. À mon sens, c'est une des conditions de la réussite. Aujourd'hui, en tant que maire, mon rôle n'est plus seulement celui de gestionnaire ou de bâtisseur, mais je m'estime comme une catalyseuse de potentiel. Avant de vous présenter quelques actions, je voudrais vous proposer un petit exercice très court. Exercice qui consiste à relier les 9 points sans lever la pointe de votre crayon imaginaire, certes. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Bon, sûrement, la plupart de vous ont commencé à résoudre l'équation. Vous allez voir apparaître une possibilité de résolution de cet exercice à l'écran. Alors, pourquoi cet exercice? Pourquoi cet exercice? Parce qu'il permet de mettre en évidence la nécessité de sortir du cadre. Dans un environnement très normé que celui des collectivités, pour résoudre des problèmes, il faut prendre appui sur des points extérieurs, élargir le cercle de la réflexion, relier nos actions tout en restant très lisibles. Bref, aussi avoir une approche systémique des choses. Alors, la transition démocratique, une fois ces principes fondés, et cette acculturation à un nouveau mode de pensée et d'agir tant du conseil municipal que de nos agents, je pense que la transition démocratique est la mère de toutes les transitions. En ce sens où aujourd'hui, à l'échelle de notre village, on a les moyens d'agir pour plus de démocratie coopérative. Mais pour cela, il faut donner du sens à la démocratie participative, pour qu'elle passe par une démocratie réelle, effective et continue, que ça devienne une démocratie de construction. On organise donc des séquences démocratiques avec un début et une fin. Sinon, on palabre et sans fin ni débouché. Il faut être très clair sur les règles attendues avec les gens qu'on embarque dans cette histoire afin de pouvoir passer du jeu au nous. Je vais vous illustrer à travers une aventure humaine qui est l'écrin, qui apparaît à l'écran, qui est un lieu où la démocratie est pleinement habitée. C'est un lieu hybride qui abrite à la fois un tiers-lieu et la commune déléguée d'Étré. Il a été inauguré en juillet et piloté actuellement par une communauté d'usagers composée d'une dizaine de collectifs. Comment on en est arrivé à créer ce tiers-lieu? Eh bien, c'est l'émergence de ce lieu au croisement de deux choses. Le premier, c'est notre vision politique de dire le conseil municipal a toujours été un acteur moteur de la dynamique territoriale. Et c'est la véritable voie du faire ensemble pour inventer collectivement notre avenir. Et puis, une habitude de pratiquer des temps de World Café, apéro citoyen et d'autres formes de mobilisation. 2014 arrive, une nouvelle équipe et l'élection. 2015, la loi NOTRe, avec une période forte de questionnement sur le devenir des collectivités, croisée avec un besoin très pragmatique d'une nouvelle mairie, mais aussi l'observation de constater qu'il y a une augmentation des auto-entrepreneurs sur notre commune, des artisans et des agriculteurs, où l'espace professionnel et privé sont intimement liés. Eh bien, fort de ces constats, on a essayé de penser un espace qui remplisse toutes ces fonctions. On a donc mis en place une démarche, un modèle de gouvernance hybride, associant le triptyque élus, habitants et acteurs du territoire dans une démarche exploratoire et participative. Une démarche qui a duré 5 ans
en se rendant rapidement compte qu'en fait, il nous fallait aussi, non pas seulement un équipement pour notre commune, je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez vu au travers de la démonstration des 9 points, que l'ancrage et les points d'appui, il faut aller les chercher à l'extérieur. On a donc construit un isochrome de 20 minutes pour voir si l'offre existait dans cet espace à 20 km de chez nous, ce qui n'était pas le cas. On a donc défini les objectifs de l'ECRIN. Je vous l'ai dit peut-être ou pas, je ne me souviens pas. L'ECRIN, c'est l'acronyme de Espace commun de rencontres et d'initiatives. Avec les objectifs et l'ambition d'accompagner les transitions, de dynamiser l'entrepreneuriat au travers de l'innovation, l'accueil de nouvelles populations et d'offrir aux différents acteurs locaux, quel que soit leur statut, leur sexe, leur âge ou leur provenance, un lieu de rencontre, un environnement de travail où il y ait des événements ponctués par des événements, des formations et des temps d'échange. L'inauguration a donc eu lieu le 14 juillet 2020 et certes, ces objectifs sont clairement énoncés, mais sont fondés eux aussi sous un système de valeurs qui est la coopération, la solidarité, la réciprocité, le partage et l'ouverture. L'idée dans notre offre de service, c'est pas de proposer de la ressource matérielle pas chère en milieu rural. Non, c'est bien être au sein d'un lieu et d'une communauté qui permettent de co-construire le territoire de demain. Donc, des ressources matérielles que vous voyez apparaître avec des formats différents, des salons, des espaces, une place du marché, des espaces de pratique avec un Fab Lab à disposition, avec une Outitech, qui sont des occasions de participer à la transition écologique. Je m'explique. Quand aujourd'hui, le Fab Lab, on l'utilise à la fois pour les coworkers, pour essayer du prototypage, mais aussi pour les gens et lutter contre l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que quand j'ai un bouton de gazinière fichu, on vient au Fab Lab et on m'apprend à le réparer. Ça peut paraître très basique, mais c'est un élément aussi d'émancipation. Des ressources immatérielles, et ce lieu ne peut fonctionner qu'avec ce pendant-là, puisque le tiers-lieu, c'est avant tout, vous l'aurez compris, une communauté d'usagers réguliers et un réseau à fort potentiel. Et pour accompagner cette structuration et ce développement de réseau, il convenait de mettre en place et d'assurer un poste de facilitatrice. Les collectifs, ils sont au nombre de 10. Alors ça passe du collectif culture à numérique par solidarité, par la vie en tech, par les transitionneurs, etc., les coworkers et d'autres choses. Qu'est-ce que cela, très rapidement, a produit? C'est un peu l'effet papillon, ou comment les espaces se sont fertilisés. Si on parle de la synergie entre l'espace de la mairie déléguée et le tiers-lieu, puisque cet écrin, vous l'aurez bien compris, est un lieu hybride. Sur la question des croisements des publics, la personne qui vient faire une démarche administrative est invitée fatalement à porter un regard sur l'exposition en cours ou à rencontrer des artistes, des coworkers et inversement. L'élargissement de l'offre. Aujourd'hui, ce lieu est bien identifié comme un équipement de territoire. On y accueille le centre d'hébergement mobile pour femmes victimes de violences. Il y a des forums emploi, des forums autour de la parentalité, etc. Et puis, c'est également un outil au service de nos politiques publiques. Politique éducative, politique outils de démocratie locale ou d'acculturation. Exemple, la question de l'apparition de l'hydrogène en territoire rural n'est pas sans poser certaines questions d'ordre de la sécurité. Et donc ce travail d'acculturation et de déconstruction est l'occasion de pouvoir le faire. Du côté des usagers, il y a ce lieu a vraiment une fonction de living lab, d'accord, ou de test grandeur nature des activités des coworkers ou des produits. Aujourd'hui, on a participé à la mise en lien et à la création d'activités, ou bien est aussi un outil d'inclusion. Des jeunes, lors de permanences ou moins jeunes, des ateliers de l'Outitech notamment, peuvent assurer
peuvent utiliser ce lieu comme espace d'immersion, d'orientation. Exemple, être agent d'accueil, être agent de magasinage et autres. Voilà pour les CRIN. Alors, il nous reste des chantiers, vous l'aurez compris, on n'a que 3 ans de recul. Il n'empêche que il nous faut renforcer les outils d'évaluation. Aujourd'hui, la gouvernance pour laquelle la commune était locomotive est pleinement devenue un outil piloté par les collectifs, la collectivité étant un collectif parmi les 10 présents, un modèle économique, mais en tout cas, une très belle aventure. Alors, fort de cette expérience, avec un conseil renouvelé en 2020, on a souhaité, il y a 2 ans, consolider nos ambitions, en se disant, mais est-ce que notre essai de démocratie et participation en transition ne peut pas être un peu plus ambitieuse, en faisant passer Brest-Wallon, territoire en action, à Brest-Wallon, commune en transition. Pour cela, un premier acte, ancrage de la démocratie participative au sein de notre administration et notre conseil municipal. Comment prétendre transformer des modes de gouvernance et permettre la participation alors qu'en interne, on n'a pas fait ce travail-là. Donc ça a duré sur 1 an et demi, avec une réorganisation qui répond co-construite avec nos agents, les élus et des habitants, et premier prémisse de l'acculturation et de la formation de ce que devrait être ou pourrait être la commune de demain. L'acte 2, une charte de la démocratie, qui vient indiquer le niveau de participation de chacune de nos actions. Vous voyez, ça va de l'information jusqu'à de la délégation. Et chaque action bénéficie d'une petite étiquette afin de signaler là où on attend les habitants ou les acteurs. Le corollaire de ça, c'est que, à l'inverse, ils sont en droit et en devoir même d'évaluer notre engagement, d'accord, et de nous rappeler à l'ordre en disant là, l'ambition est clairement énoncée, mais pas assurée. Je passe très vite. Le mois de la concertation qui est en cours, là, aujourd'hui, avec des propositions d'un parcours citoyen. On embarque les gens dans un récit sur comment vous avez des choses à dire sur les mobilités, les équipements, le paysage. Alors, on compte sur vous. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui participent à la construction. 2 derniers exemples. Celui de la transition écologique. Alors j'aurais pu vous parler de notre première centrale photovoltaïque citoyenne qu'on a mis en place en 2019, mais j'ai choisi un exemple plus récent, celui de la débitumisation des cours d'école. Là aussi, Madame Duflot en a parlé, ces vagues de chaleur, des cours très minéralisés, l'intensité des activités humaines, bref, on est exposé fatalement à cette augmentation des températures. On a donc souhaité passer par le biais des cours d'école pour faire ce travail de sensibilisation et définir ces espaces comme pouvant être des espaces d'éducation, de détente, de jeu, des îlots de fraîcheur pour les habitants l'été. Seule contrainte, quand je parle de règles clairement établies en démocratie locale, la seule contrainte dans ce comité de pilotage, elle était une et unique. C'était de se dire le résultat sera atteint à condition que 80% à minimum de bitumisation des cours soit atteint. C'est la seule chose qui vaille. Après, carte blanche. Nous y sommes arrivés. Dernier exemple, habiter demain. Là, on est sur cette démarche prospective à 15-20 ans. C'est 1 semaine en mai pour imaginer collectivement un quartier frugal et partagé, avec des soirées, des ateliers, des temps, un hackathon. Vous voyez qu'on mobilise aujourd'hui des formes très différentes pour permettre l'aspect ludique est important au-delà du récit, sur comment on casse aussi des codes pour
pour attirer. Alors, quelques éléments de réflexion, puisque je dépasse les 15 minutes et vous m'en excuserez. Quelques conditions de réussite, plutôt. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un premier triptyque. Je vous ai parlé du triptyque habitants, associations, entreprises et collectivités. Deuxième triptyque, que moi j'appelle la démarche de pédagogie de projet, c'est la formation de ceux avec qui on chemine à la question du voir, juger, agir. Et enfin, et donc de ménager ces espaces de réflexivité. Et évidemment, la question de la temporalité. En sachant que ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'accord ? On oscille toujours un peu entre espoir, hésitation et appréhension, parce que pousser la porte d'entrée, c'est pas aisé pour tout le monde, d'où l'importance de signifier le sens de l'engagement. Je vous ai parlé de rendre la participation plus ludique, et puis des outils de communication importants. En sachant que la question de l'ambiguïté du statut, d'accord, de la personne qui est là, qui co-construit, est difficile à qualifier. Que la question de la carte blanche est aussi un élément qui introduit plutôt des nuances de gris en disant mais une carte blanche c'est très insécurisant sur la question des responsabilités. On n'est pas habitué à ce genre de pratique. Bref, je m'en arrête là. Voilà de manière très brève un aperçu de nos modestes actions. Mais en tout cas, brique par brique, je vous assure que, enfin, on pense qu'à l'égal de la fourmi qui ne peut pas construire un édifice à elle seule, alors que collectivement, elle est en mesure d'ériger des cathédrales. Gageons qu'on puisse en faire de même tous ensemble. Merci. Alors justement, pendant plusieurs années, vous avez dirigé une association de médiation technique et scientifique et cela me permet de faire la transition avec Pierre-Michel Minguer, qui est donc notre dernier intervenant. Donc vous êtes professeur au Collège de France aussi. Votre chaire se nomme Sociologie du travail créateur et le premier axe de votre intervention, c'est sur l'éducation. Je crois que vous aimeriez réinventer l'éducation. Oui, merci pour me donner la parole. Je pense que je serai un peu moins long que ma voisine. J'ai travaillé sur l'éducation. Je vais enseigner un cours sur l'éducation au Collège de France. Je signale que les cours du Collège de France sont tous en accès libre sur le site du Collège de France. La connaissance est un bien public que nous diffusons à l'ensemble de ceux qui veulent en bénéficier. Donc, je vous invite à en profiter. Il y a énormément de matière. Et une des manières de réinventer nos sociétés, c'est la connaissance. On ne perd jamais à être plus savant que moins. Et voilà, donc c'est un des outils, j'ai plaisir à le mentionner, puisque ça coûte beaucoup d'efforts, mais ça procure, je crois, beaucoup de bénéfices à nos citoyens. J'ai travaillé sur les questions d'éducation, notamment à partir des mathématiques. On s'est plongé dans les mathématiques dans un gros livre. Et pour réinventer, il faut d'abord savoir ce qui se passe et quelle est l'histoire de nos réussites et de nos échecs. Et les mathématiques sont un cas remarquable qui s'inscrit dans une société de la connaissance et des diplômes. Ici, vous avez la hiérarchie des diplômes et l'évolution du taux de diplômés par niveau de diplôme sur 40 ans, plus que 40 ans, 46 ans. Et vous voyez que la société française s'est beaucoup transformée. Le taux de non-diplômés a été divisé par à peu près 2. En 46 ans, ça n'est pas assez, mais c'est quand même significatif. Et surtout, le taux de diplômés au moins équivalent au bac ou supérieur a beaucoup progressé. On est passé de 25% à 60%. Donc c'est considérable. Ce sont des grandes transformations dans la société. Mais encore faut-il que l'économie suive. Et c'est un des défis de nos économies contemporaines, c'est un diplôme vaut-il quelque chose? Alors il faut éviter absolument de penser que le diplôme ne vaut rien. Il est toujours payant.
d'étudier, et d'étudier longuement, et évidemment sous toutes sortes de conditions, dont je vais mentionner certaines. J'ai travaillé sur le cas des mathématiques parce que c'est un cas remarquable où la France s'illustre par les extrêmes. Ici, vous voyez ce que valent des diplômes, comme ceux que j'ai mentionnés à l'instant, s'ils comportent ou non des connaissances en mathématiques. On a distingué, pour faire simple, les diplômes qui sont plutôt littéraires et les diplômes qui comportent des mathématiques. Et vous voyez que le calcul ici qui est fait, c'est le niveau de revenu que vous obtenez à différents âges de votre carrière, avec le point noir qui mentionne l'espérance de gain entre 35 et 45 ans. Ce sont des données de l'INSEE. Et vous voyez que systématiquement, les diplômes qui comportent des mathématiques, qui ne sont pas de purs diplômes de mathématiques uniquement, sont rémunérateurs. Donc, il faut garder cette dimension-là à l'esprit en permanence pour dire les mathématiques sont peut-être un peu plus difficiles que d'apprendre à lire. Compter, c'est un peu plus compliqué, ça n'est pas un langage naturel, mais l'effort vaut la peine. Et de plus en plus. Et ça, c'est le grand sujet. Nous avons en France une extraordinaire école de mathématiques, dont certains des plus brillants représentants sont d'ailleurs professeurs au Collège de France, sont des médaillés Fields, souvent d'ailleurs des enfants d'enseignants, et j'y reviendrai. Et nous avons aussi un énorme problème en France, qui est la baisse de niveau considérable de nos élèves en mathématiques, notamment, pas seulement, mais en mathématiques notamment. Et ce point-là, il est connu depuis longtemps. Vous avez sur la droite un graphique qui montre l'évolution des connaissances, notamment la courbe supérieure mauve, à partir d'évaluations qui datent des années 75, qui ont commencé en 75. Et vous voyez que la courbe est systématiquement descendante depuis ce moment-là. Or, on a commencé à s'énerver sur la question ou à s'inquiéter plutôt sur la question du niveau en mathématiques que dans les années 2000. Or, on savait déjà dans les années 80 et 90, surtout 90, que ça n'allait pas du tout. Or, tout ça a été mis sur le tapis. Et une des leçons qu'il faut toujours retenir quand on veut réinventer le monde, c'est d'abord d'accepter de voir la vérité en face. Et on l'a déjà fait tout à l'heure à bien des égards, et je voudrais le faire à ma manière aussi. On ne peut pas se dissimuler les grands faits de l'évolution de nos sociétés pour en tirer les bonnes leçons. Ça, c'est un point essentiel. Qu'est-ce qui a changé quand on a voulu se rendre compte de la réalité? C'est qu'on avait affaire à des évaluations internationales et la France a commencé par dire « Ah, les évaluations de l'OCDE, ça ne vaut rien, la méthode est nulle, etc. » avant que finalement on se rende compte que c'était quand même un peu plus compliqué que ça et qu'il fallait en tirer des leçons. D'autres pays en ont tiré des leçons. Le Portugal, l'Allemagne, la Pologne et d'autres. Et nous, non, on n'en a pas tiré des leçons. On a continué à faire comme ça. Et maintenant, c'est l'affolement. Et on voit dans les documents officiels ce genre de graphiques et d'autres qui montrent que ça ne va plus du tout et qu'il faut quand même s'en occuper sérieusement. Ici, vous avez la position de la France tout en bas, quasiment, dans la hiérarchie des grands pays selon les niveaux de compétences en mathématiques à partir d'une enquête internationale qui est l'autre grande enquête qui s'appelle TIMSS, celle de l'OCDE c'est PISA, et vous voyez que la France a reculé. J'ai mis la situation de la France en 95 entourée de jaune et la situation française maintenant. Et le recul vaut à la fois pour les catégories, les enfants de catégorie sociale supérieure, mais aussi pour les autres. Donc c'est un recul général. Et à droite, vous avez un graphique qui montre quelle est la part des excellents des élèves qui sont de très bon niveau, la part des élèves qui sont distribués au centre, c'est la partie gonflée de la distribution, la France est l'avant-dernier, et les élèves qui ont les compétences les moins élevées. Et vous voyez que la France, au fil du temps, recule et qu'elle n'arrive plus à conserver même une partie significative de la fine pointe qui faisait notre fierté tout de même de pays, enfants de Descartes, mais aussi des grands mathématiciens français, Poincaré et ou Alain Cohn, notre éminent collègue au collège. Et on voit, et c'est le graphique de gauche ici, que ça vaut à la fois pour les enfants dont les parents
ont des revenus dans le décile inférieur, c'est-à-dire les revenus les plus faibles, mais ça vaut aussi cette chute de niveau pour les parents, pour les élèves dont les parents sont dans le décile supérieur. Et ce sont des données contrôlées et qui sont fiables. Donc, et à droite, vous avez le recul dans la distribution des résultats, le recul sur entre 1987 et 2017. On voit que systématiquement l'ensemble de la distribution recule vers la gauche, c'est-à-dire qu'il y a un affaissement des compétences en mathématiques. Et voilà un sujet. Un collègue, un célèbre psychologue allemand qui s'appelle Gerd Gigerenzer, dont les livres sont vraiment très passionnants, a parlé d'innumérisme pour parler de nos sociétés. Il y a de l'illettrisme, comme vous savez, mais il y a aussi de l'innumérisme. Et il faut y prendre garde parce que nos sociétés sont de plus en plus, en quelque sorte, immergé dans la culture mathématique. On va parler à nouveau d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais ça n'est que ça. Ça n'est que de la mathématique à tous égards. Vous pouvez parler de logique aussi, du raisonnement, etc., etc. Tous les faits que nous avons montrés, mes collègues qui ont parlé tout à l'heure, reposent aussi sur une manipulation de données, sur une conscience des rapports, des données, même simples. Mais quand on pense que savoir manier des fractions est une compétence qui est de plus en plus limitée, même en classe de 6e ou 5e, il y a de quoi s'inquiéter énormément. Comment réagir face à un monde qui est en crise, quand on ne sait même pas comment penser les données qui calibrent cette crise. Alors, face à ces situations-là, évidemment, on va se demander, mais comment est-ce qu'on peut réinventer l'éducation ? C'est un vaste problème. Je ne vais pas me transformer en super expert ou ministre de l'Éducation en 5 minutes, puisque je crois que j'ai encore 5 minutes. Mais évidemment, on sait à peu près ce qui se passe. L'éducation, pensez à une chose extraordinaire. Les enfants éveillés, le temps éveillé de la vie d'un enfant qui, de 3 ans à 18 ans, est capté à seulement 15% par l'école. 15%. Donc 85% du temps éveillé d'un enfant est pris par autre chose. Donc vous voyez que l'école a un défi considérable, mais que l'école est immergée dans un océan de facteurs influents sur lequel l'école n'a pas immédiatement prise. Et en fait, cette affaire-là est évidemment une coopération extraordinairement complexe et dense et importante entre les parents, l'école, les enfants, les groupes de pairs des enfants, leurs camarades, et l'environnement de culture, de technologie qui se transforme sans arrêt. On parle de génération X, Y, Z, etc. Et les digital natives, les enfants, les adolescents, font face à des changements considérables de leur environnement actuellement et 85% de leur temps, il est immergé dans cet environnement-là et pas dans celui de l'école. Alors évidemment, l'école doit se charger de problèmes dont elle n'est responsable que pour une fraction. Faites le calcul approximatif. Donc il y a là un énorme sujet. Et j'ai parlé tout à l'heure des Medeilléphiles, enfants d'enseignants. Eh bien, qui sont les champions du système scolaire et qui ont les réussites les plus spectaculaires? Ce sont les enfants d'enseignants. Les enseignants détiennent la clé de ce que sont les bonnes combinaisons de compétences socio-comportementales, de transmission de la culture de l'effort dont on ne peut pas se passer aujourd'hui et pas plus qu'hier et encore moins demain pour élever le niveau d'ensemble de conscience et d'éducation d'une société. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire autrement que d'y consacrer tout l'effort nécessaire. Il faut qu'il ait un sens et il faut qu'il ait un rendement en quelque sorte, mais on ne peut pas faire sans. Et la preuve de ça, c'est que les pays qui ont les résultats scolaires les plus élevés sont des pays où le niveau d'effort est beaucoup plus élevé. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas simplement la Chine, mais c'est aussi la Corée, le Japon, le Vietnam, dont les niveaux sont considérablement renforcés depuis quelques années, pour tout un ensemble de raisons. On donne
on parle toujours de Singapour, mais le Vietnam est un cas absolument remarquable. J'en ai parlé avec un collègue mathématicien qui était mêlé fils franco-vietnamien. Il y a là-bas une véritable transformation de l'éducation. Donc, réinventer l'éducation, ça peut se faire, et ça peut se faire avec de bonnes méthodes, une reconnaissance de ce qui ne va pas, une recherche démontrable de ce qui marche, de l'evidence-based education, c'est-à-dire nous allons expérimenter, mais nous voulons des preuves que ça marche. Nous ne voulons pas simplement des réformes, une après l'autre, autant que de ministres, que ça marchera ou ça ne marchera pas. Il sera trop tard quand on voudra constater si ça a marché ou non. Il y a des pays où les manuels scolaires n'ont pas changé depuis 10 ans, 15 ans, et qui obtiennent des résultats spectaculaires. Donc la course à la transformation permanente et à la réforme pédagogique permanente est une course dangereuse. Il faut y penser. Et réinventer, ça ne veut pas dire réinventer tout le temps et n'importe comment. Ça, je voudrais le souligner avec force. Je voudrais enfin indiquer, j'en ai déjà parlé un peu, que l'éducation aujourd'hui, les fameux 85% de temps qui sont consacrés par les élèves, les enfants, mais on pourrait le dire pour les adultes aussi. Je crois qu'il existe un calcul qui fait qu'une fraction assez similaire du temps est consacrée au travail dans la vie complète d'un individu une fois sorti de l'école. Donc, et on sait aussi que l'éducation, ça n'est pas simplement un temps précis dans un moment de la vie, c'est une affaire qui concerne l'ensemble de l'existence. Pensez à une chose très simple, le travail le plus intéressant, c'est le travail où vous apprenez en permanence, parce qu'il est moins routinier qu'un travail où vous savez déjà d'avance tout ce qui va être fait, et un jour ou l'autre, les robots vont s'en charger et vous diront merci beaucoup, mais nous savons faire. Le travail le plus extraordinaire, le plus intéressant, le plus stimulant, c'est celui qui a comme on dit en anglais, un learning content, c'est-à-dire qui a une valeur apprenante. Et ça vous protège de beaucoup de choses. Et cette valeur apprenante, elle est greffée sur un environnement qui se transforme sans arrêt. Et cette transformation, elle est notamment technologique. Je voyais encore ce matin même dans la revue Nature un article qui montrait que les technologies de l'intelligence artificielle envahissaient progressivement, très rapidement le champ éducatif. Comme toujours, il y a là des effets d'appel, des start-up qui font qui développent leur activité. Est-ce que ça vaut, est-ce que ça ne vaut pas? Mais le trend est probablement irréversible. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? On va être immergé, l'éducation va être immergée dans cet environnement technologique. Et il faut savoir y composer avec elle et même la mettre à son service. C'est ce que développaient tout à l'heure Philippe et Darren Acemoglu. Il faut savoir comment composer avec cet environnement qui se transforme. Et l'éducation, si elle est la mère de toutes les batailles, doit être aussi la mère de toutes les associations productives et intégratrices entre l'effort éducatif de l'école, l'effort éducatif de l'environnement, l'effort éducatif des familles et l'effort éducatif ou auto-éducatif des individus. Et ça, c'est un critère majeur de transformation et de réinvention du monde. Elle ne se fait pas de manière brutale et en rupture décisive, mais elle se fait de manière continue. Et c'est ce qui procure à certains des avantages par rapport à d'autres, qu'on a beaucoup de mal à compenser, mais il est évident que la technologie va nous jouer ici un rôle majeur dont on ne peut pas se passer, à la fois parce que ce sera le quotidien des élèves, mais ce sera le quotidien de nous tous en tant que producteurs de connaissances dont nous espérons pouvoir conserver la maîtrise autant que possible. Songez que les inventeurs des algorithmes d'intelligence artificielle ne savent même pas comment les machines apprennent. Ils sont devant des mystères et des énigmes. Ils essaient de les résoudre et un jour ou l'autre, les machines vont leur dire comment elles apprennent. Alors là, on sera dans une situation étrange. Bref, les enseignants, mais nous-mêmes, nous devons être des intégrateurs de sources de connaissances et d'apprentissage
qui vont être de plus en plus à notre disposition, mais avec le bon grain et l'ivraie, évidemment. Il va se charrier dans cet environnement énormément de choses qui ne valent rien, et il faut réfléchir, et c'est un sujet en soi, à quel est le bon système, quelles sont les bonnes délibérations expertes, mais aussi collectives, pour faire le tri et bénéficier au maximum de ces évolutions techniques et intelligentes pour les mettre au service de la transformation de nos sociétés par l'éducation. Je vous remercie. Merci à tous et toutes pour cette première salve d'intervention. Donc, il nous reste une demi-heure. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Je vous propose aussi de revenir aussi sur les propositions qui ont été faites par Esther Duflo sur le changement des institutions climatiques. Et puis, j'ai une liste de questions qui s'adressent aux uns et aux autres. Et donc, je vous les poserai directement. Donc, pour faire le pont justement avec ce que vous venez de dire, Monsieur Menger, sur l'intelligence artificielle, Philippe Aghion, justement, vous coprésidez une mission, un comité sur l'intelligence artificielle qui a été mis en place par la Première ministre. Vous devez rendre un rapport en mars. Et donc, vous pensez qu'on doit aussi changer un peu notre approche de l'IA, peut-être avoir une approche moins craintive? Oui, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est là, ça marche. Bon. Oui. Merci beaucoup. Oui, donc de toute façon, on est en plein dans les travaux, donc je ne peux pas tout de suite donner les conclusions d'un rapport qui sera prêt en mars. Mais c'est vrai qu'on commence. Il y a effectivement, comme toute nouvelle technologie, ça a été expliqué, j'en ai parlé tout à l'heure, Daron en a parlé, c'est-à-dire qu'évidemment, n'importe quelle nouvelle technologie peut avoir des applications dangereuses. Et donc, il faut, c'est comme les feux verts et les feux rouges, c'est comme les voitures, il faut que le trafic soit régulé. Donc, on a besoin de régulation pour s'assurer qu'on ne va pas dans le mur avec les nouvelles technologies. Donc, il y a toujours un danger, évidemment, et l'IA comporte beaucoup de dangers. Mais en même temps, elle a un potentiel très important, parce que, par exemple, l'IA, ça permet d'automatiser non seulement la production de biens et services, mais ça permet également d'automatiser en partie la production de nouvelles idées. Par exemple, dans nos travaux de recherche, on a toute une série d'opérations qui sont, par exemple, formuler des codes, écrire des codes qui sont rébarbatives. Et l'IA va vous permettre d'économiser du temps sur les tâches rébarbatives pour passer plus de temps sur les tâches créatives. Donc ça, c'est le bon côté de l'IA. Mais il y a évidemment tous les côtés que l'IA peut se substituer à vous, peut prendre la place. Alors, il y a les gens ont peur, on parle de risque existentiel. Il y a des gens qui ont peur que, c'est un peu le syndrome de 2001, l'Odyssée d'espace, que l'IA remplace l'homme, le rende inutile et que l'être humain soit éliminé, que sa fonction soit éliminée. Donc je pense que, effectivement, ça a été un risque exagéré. Moi, par exemple, je voulais juste dire concrètement, toutes les grandes révolutions technologiques, il y a toujours eu la crainte que ça conduise à du chômage de masse. Quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des Luddites en Angleterre, parce qu'il y avait cette crainte que la machine remplace l'homme. Et puis ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de chômage de masse suite à la révolution de la machine à vapeur. Quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes lui-même pensait que ça conduirait à du chômage. On ne l'a jamais observé. Et pareil, les robots, il y avait un candidat aux élections présidentielles de 2017, que je ne nommerai pas, qui proposait de taxer les robots parce qu'il craignait que le robot crée beaucoup de chômage. Et en fait, pour le moment, les études qui existent montrent que la robotisation et l'automatisation, en fait, créent de l'emploi. Et en fait, je suis en train de travailler en ce moment sur les effets avec des collègues, avec Simon Bunel, Xavier Jaravel, dans le cadre de ce comité IA. On regarde les effets sur l'emploi de l'intelligence artificielle. On a des données INSEE, ça couvre 9000 entreprises. C'est la plus grosse étude jamais faite sur les effets de l'emploi de l'IA. Et ce qu'on voit pour le moment, c'est que les entreprises qui adoptent l'IA créent des emplois. Alors vous me direz, mais c'est curieux parce qu'elle substitue, elle mécanise les choses. Mais il y a un effet très fort qu'on appelle de productivité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mécanisez certaines tâches, vous devenez beaucoup plus productif, donc vous pouvez produire beaucoup moins cher ou des meilleurs biens, des biens de meilleure qualité. Donc vous avez un rapport qualité-prix bien supérieur, ça augmente votre part de marché mondial.
Et donc, il y a une demande mondiale pour vos produits beaucoup plus grande, et donc vous embauchez davantage. Et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle, c'est quand même de nature différente à ces métiers à tisser, alors, c'est vrai que ça, absolument, c'est de nature différente parce que ça automatise des tâches qui n'étaient pas automatisables avant. Par exemple, maintenant, on a des consultations faites par de l'intelligence artificielle. Il y a des choses, il y a la conduite automatique, il y a des choses qui n'étaient pas... Mais pour autant, on voit pour le moment que les entreprises qui adoptent l'IA sont nettes créatrices d'emplois. Alors, il faut voir à quel niveau. Il y a certaines tâches davantage remplacées que d'autres, et il y a une transition à opérer. Et c'est là que, pour opérer cette transition, l'éducation est très importante, la formation, la flexi-sécurité, d'avoir des bons marchés du travail, comme au Danemark, comme je disais tout à l'heure, quand on perd son job, on est, pendant 2 ans, on a 90% de son salaire, on vous aide à retrouver un emploi, avoir une bonne flexi-sécurité, eh bien, avoir un bon système éducatif, un bon système, une bonne organisation de marché du travail va aider évidemment à la transition technologique. Mais la transition en elle-même, la technologie en elle-même n'est pas mauvaise. Le tout, c'est d'avoir les institutions qui s'adaptent, évidemment. Et ça revient à des choses que j'ai dites tout à l'heure, ou que Daron a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut, le progrès, c'est le résultant de technologies et d'institutions. Si on a la bonne combinaison des institutions et des technologies, alors on peut tirer le meilleur d'une révolution technologique. Évidemment, si les institutions ne sont pas là, eh bien, on va dans le mur avec les nouvelles technologies. Et vous, Pierre-Michel Menger, justement par rapport à l'éducation et sujets que vous suivez, comment vous voyez-vous l'intelligence artificielle? Comme quelque chose que vous craignez ou plutôt dont vous voyez les opportunités? Sachant qu'il y a toujours cette question du cadre de régulation qui n'est pas fait et qui est quand même très important. Oui, on sait que forcément il y aura une forme d'éducation augmentée par des assistants qui vont produire un certain nombre de services dont la valeur peut être extraordinairement inégale. Vous aurez une sorte de compétition, de course à l'échalote pour vous vendre toutes sortes de miracles appelés intelligence artificielle. Vous vous rendez compte de la séduction de ces termes, surtout du mot intelligence appliqué à l'éducation. Ça peut être le miroir aux alouettes totales si ça ne vaut rien. Donc il faut prouver que ça vaut quelque chose. Mais qui va le prouver? Ça, c'est pas simple. On pourrait dire que c'est la compétition qui va faire le ménage. Mais avant qu'on le comprenne réellement, il peut se passer beaucoup de choses et ça peut faire des dégâts. Moi, je pense à des faits assez simples quand on regarde l'éducation. Je travaille actuellement sur des données d'un concours de mathématiques qui s'appelle le concours Kangourou. C'est un concours que passent des centaines de milliers d'élèves dans les écoles, dans le monde et en France aussi. Et le concours Kangourou, c'est une affaire à la fois ludique, apprenante. En même temps, c'est du travail d'équipe. Les professeurs sont des coachs, donc ils savent manier les bons feedbacks, les bonnes incitations. Ils jouent le rôle d'entraîneur, comme dans le sport, et on est capable de s'exciter sur des phénomènes comme des concours de mathématiques de manière extraordinairement ludique et intensive, c'est-à-dire qu'on y prend du plaisir. Il faut franchir un certain nombre d'étapes pour y arriver. J'ai regardé ces épreuves, je vous assure que ça n'est pas si simple. Prenez le concours Kangourou de 6e et de 5e et faites-le intégralement, vous aurez quelques surprises. Eh bien, il y a là tout un environnement de formation, en quelque sorte de façonnement de l'effort et de façonnement de l'apprentissage des élèves dont l'intelligence artificielle n'est pas prête de dire « je m'en occupe ». Elle va vous faire de la situation de rapport individualisé et le risque, c'est de créer de l'extrême individualisation du rapport entre l'individu et la machine et de perdre toute la dimension collective, les phénomènes d'apprentissage croisés, toutes ces choses-là. Donc il faut y prendre bien garde. Évidemment que ça nous apportera beaucoup de choses et sans arrêt. Tous les jours, vous avez des bulletins de victoire. J'en voyais encore un tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, en voilà un. Les machines savent maintenant faire des prévisions météo en quelques minutes qui sont supérieures aux modèles extraordinairement coûteux en temps de calcul informatique avec des supercalculateurs qui prennent des heures, des jours auparavant. Donc on a là un défi considérable. Il ne faut pas oublier non plus que, ça a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle, c'est un phénomène à double face. C'est comme la médecine. Le médicament, c'est ce qu'on appelle en grec le pharmakon. Pharmakon en grec, ça veut dire remède et poison. C'est les deux. Si vous en utilisez trop ou si vous poussez la dose, vous détruisez, vous
vous transformez un remède en poison. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est quelle est la bonne dose d'intelligence artificielle dans nos sociétés qui va nous permettre de rester nous-mêmes, sinon, il n'y a plus qu'à leur rendre les clés, de rester nous-mêmes et de conserver le bénéfice de ces évolutions sans nous retrouver crucifiés par tout le poison de ces évolutions, tout l'usage malfaisant, délictueux, etc., qui va exister évidemment, qui va déclencher une course vertigineuse entre les bons et les mauvais usages ou les usages délictueux de l'intelligence artificielle. Ça, ce sont des défis que nous avons à relever et qui touchent maintenant au cœur de ce qui nous est assez proche, c'est-à-dire produire de la pensée, produire de la connaissance, produire des idées, et ça restait le domaine de l'humain, et maintenant on s'aperçoit que ça n'est plus tout à fait notre monopole. Et voilà, on savait déjà que les animaux n'étaient pas stupides, mais maintenant on sait que nous avons des camarades de jeu artificiels qui ne sont pas du tout stupides. Et dans l'éducation, évidemment, ce rapport est extrêmement fragile et sensible, parce qu'on peut vouloir choisir la facilité de j'ai un devoir, je demande à ChatGPT de le faire, et puis basta, personne n'y verra que du feu, sauf la machine qui apprendra à décoder est-ce que ça a été fait par ChatGPT ou pas, ou tel autre système. Alors, et ça va se développer aussi. Donc c'est un jeu sans fin. Et on est pris dans ces tourbillons-là. Évidemment, l'histoire est chaude, donc on ne peut pas fixer d'emblée des limites, des pesées du pour et du contre, etc. Ça se transforme à une vitesse faramineuse. Nous parlons d'intelligence artificielle à ce niveau d'intensité de débat que depuis 3 ou 4 ans, vous vous rendez compte. Et ça n'est que le début. Donc, bien malin celui qui pourrait aller plus loin. Alors, je voudrais qu'on reparte aux États-Unis avec Esther Duflo. Peut-être je voulais vous redonner la parole justement sur ce problème que vous avez identifié par rapport aux dommages climatiques et les solutions qu'on pourrait y apporter. Mais est-ce que sur l'intelligence artificielle, vous appliquez à vos recherches, vous avez aussi quelque chose à ajouter ? Je pense que c'était un peu tôt pour le dire. Où est-ce qu'on va pour les impacts sur les pays les plus pauvres. Il y a les deux faces de la médaille sont là potentiellement, c'est-à-dire d'un côté la promesse de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, par exemple de prévoir, ça on sait déjà faire mieux aujourd'hui, et ça ne fait que s'améliorer, de prévoir où va se produire une catastrophe climatique dans le futur. Donc si on prédit mieux dans le futur proche, si on prédit mieux par exemple qu'il risque d'y avoir une sécheresse quelque part ou une inondation quelque part, ce qui est des problèmes sur lesquels par exemple l'équipe de Google travaille avec Bard, ça permet en principe par exemple de prévenir les populations, de les déplacer ou de les compenser à l'avance. Donc il y a eu une expérience qui a été menée au Bangladesh de donner des transferts financiers en anticipation d'une catastrophe à venir. C'était juste avant le Covid, donc ça a été un petit peu empêché par le Covid, mais malgré cela, on voit que les gens qui ont reçu un transfert financier à l'avance en anticipation d'inondation ont beaucoup moins souffert de l'inondation que ceux qui n'en ont pas reçu, justement parce qu'ils n'ont pas pu, parce que ça a été empêché par les circonstances du lockdown pendant le Covid. Donc ça, c'est un exemple positif. Il y a aussi les exemples négatifs, c'est-à-dire, je pense que je suis un peu moins optimiste que Philippe sur le fait que toujours et partout, la technologie sera additionnelle avec les capacités humaines. C'est-à-dire, en Inde, par exemple, il y a eu une énorme création d'une classe moyenne qui n'existe pas avant, qui a fait des tâches comme du support de back-office, comme lire des radios, lire des clichés de radio, répondre au téléphone quand les gens avaient des soucis divers et variés. Donc, toutes ces exports de ces activités dans les pays moins riches, donc pas les plus pauvres des plus pauvres, mais on en voit en Inde, pour la région francophone au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et ça a permis une énorme création de bons jobs pour des gens qui avaient justement été éduqués et qui avaient... il y a aussi toute une entreprise du logiciel qui s'est développée. Or, ces jobs-là, je pense qu'ils sont extraordinairement menacés.
Pas immédiatement, mais dans un terme très proche, où il n'y aura plus besoin que quelqu'un en Inde lise un cliché radio, puisque l'IA le fera mieux. Alors ça, non. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit arrêter immédiatement, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte en termes des impacts potentiels sur le marché du travail, et en particulier sur le marché du travail des secteurs qui sont des secteurs locomotives pour ces pays-là. Donc, oui, pardon, excusez-moi. Je suis d'accord, je voulais juste dire que je suis d'accord tout à fait, Esther, avec toi. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs que les jobs d'employés de bureau, de clercs, beaucoup plus, si on décompose les jobs en tâches, et beaucoup plus des tâches qu'ils accomplissent sont menacées de remplacement par l'IA. D'où l'importance, effectivement, d'avoir un bon système de formation et un très bon système de flexi-sécurité pour permettre à ces personnes de rebondir, pour permettre les transitions, pour les faciliter et les rendre les moins douloureuses possibles. Effectivement, il y a des jobs plus menacés que d'autres, et il ne faut pas que les personnes concernées souffrent de cette... Mais au contraire, qu'ils soient préparés pour être réorientés voilà. Et l'école est très importante, parce que pour revenir à ce que disait, à l'école, on apprend à apprendre. Donc l'école est vraiment le socle. C'est très difficile d'avoir un bon système de flexi-sécurité si vous n'avez pas un bon socle éducatif, parce que c'est à l'école d'abord qu'on apprend à apprendre. Et je crois que les deux composants sont fondamentaux. Alors je reviens à votre idée, Esther Duflo, de réinventer un système obligatoire de versement en fait, de l'argent que les pays qui sont responsables du dérèglement climatique pourraient verser aux pays qui vont en être le plus affectés. La question, on l'a bien vu à travers même cette taxe qui a été décidée au sein de l'OCDE. Ça a été décidé parce que finalement les pays riches, les États-Unis, arrivaient à se mettre d'accord et à être d'accord pour cela. Là, c'est toujours un peu la question de qui peut imposer ça par au-dessus, en fait. Qui pourrait imposer aux États, comment ça pourrait se faire mécaniquement. Enfin, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez aussi réfléchi à ça ? Personne ne peut l'imposer par au-dessus. Ça peut se faire que, comme l'accord de l'OCDE, par une négociation entre les pays. Ce qui me fait penser que ce n'est pas forcément complètement irréaliste, c'est justement que l'accord de l'OCDE a eu lieu. Donc il y a une capacité quand même de coordination internationale qui existe. La difficulté, c'est que, et elle n'est pas mince, la difficulté, c'est que l'impôt minimal de l'OCDE, évidemment, les fonds sont collectés par les pays qui imposent la taxe. Donc, du coup, il y a un intérêt direct en disant, voilà, au moins ça va. On impose nos entreprises, mais si on ne le fait pas nous, ce sera fait par les pays, ce sera fait que sous la forme d'une taxe d'ajustement à la frontière, et donc de toute façon, ce sera fait de toute façon, donc autant collecter les impôts nous-mêmes. Et ces impôts-là restent dans les budgets. Tandis que ce que je propose, c'est donc de rajouter une somme qui n'est pas très très importante, 5% de plus d'impôt minimal sur les corporations, ça fera pas, c'est pas colossal. Mais si cet argent était ensuite envoyé ailleurs, dans un fonds, c'est plus difficile à imposer. Cela dit, il y a déjà des précédents pour ça, puisque aujourd'hui les pays cotisent à la Banque mondiale, cotisent au FMI, cotisent aux différentes institutions de l'ONU. Donc personne ne l'a imposé, ils se sont mis d'accord pour le faire. Alors, il y a une question... Il peut y avoir des instruments complémentaires, c'est-à-dire exactement, je pense tout à fait, ce qu'elle propose Esther, c'est tout à fait important. Il peut y avoir des instruments complémentaires, par exemple au niveau européen, on peut imaginer des emprunts européens. L'Europe a très peu emprunté. Mario Draghi propose des emprunts européens. On pourrait imaginer que l'Europe peut lever 500 milliards, et puis à partir de là, on peut faire de la banque de développement. Et on sait que la banque de développement, tu mets chaque euro que la BERD, la Banque des pays de l'Est, met, eh bien, elle mobilise 3 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu peux faire de l'emprunt européen, de la banque de développement,
Je pense que ça aussi, c'est une chose à... Finalement, quand on a construit les chemins de fer en France, il y avait un partenariat public-privé qui a permis aussi de mailler la France Donc je pense que ça, c'est également quelque chose, c'est également des leviers qu'on peut... Et puis il y a d'autres choses, c'est des sovereign wealth funds, des fonds souverains, peut-être du G20 ou du G7, qui permettraient de financer des transferts de technologie. Michael Kremer avait suggéré en 1996 dans un papier qu'on pouvait avoir l'État qui rachète des innovations, des technologies, c'était pour la malaria, je crois, pour ensuite diffuser la technologie. Tu pourrais imaginer des schémas semblables de rachat de technologies vertes pour les diffuser dans les pays moins développés. Et tu pourrais imaginer des fonds souverains qui se chargent de racheter les technologies pour les diffuser. Voilà. Moi, je crois qu'on peut imaginer beaucoup d'instruments complémentaires. Alors, il y a une question qui a été posée, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre, mais qui évoque aussi la question de si on arrivait à collecter cet argent, comment être sûr en fait que quand il arriverait dans les pays affectés par le changement climatique, il soit bien adressé aux personnes qui vivent et qui subissent ce changement. Mais je vais plutôt passer à une question qui est un peu plus dynamisante et qui demande si l'on pense à une innovation verte comme solution face aux problématiques environnementales, est-ce qu'il faudrait mieux, est-ce qu'on ne pourrait pas penser finalement à une sorte de projet Manhattan mondial, comme on en a eu un donc sur le nucléaire, mais non pas dirigé vers la construction d'une bombe, non, mais vers le développement justement de cette solution. C'est une bonne idée, on peut en rester là et puis on passe à une autre question. Il y a beaucoup d'innovations, j'ai peur de monopoliser un peu la parole, mais il y a beaucoup d'innovations vertes. D'abord, je pense qu'il faut innover dans nos comportements. Je pense que les économistes de la décroissance, il y a un côté, c'est la sobriété. Je pense qu'on doit changer nos comportements. Je pense que c'est très important. On ne peut pas faire l'économie de changement dans nos comportements. Donc ça, c'est très... Et de changement dans nos modes d'organisation. Je pense que ça, c'est une dimension très importante de l'innovation, dans nos comportements et dans nos modes d'organisation. Ensuite, il y a des innovations dites de mitigation dont parlait Esther tout à l'heure. Les nouvelles sources d'énergie, tu vois, la fusion nucléaire, on espère beaucoup d'autres. Il y a ensuite des innovations d'adaptation. Vous participeriez à ce projet Manhattan, voilà. En fait. Et ensuite, il y a des innovations d'amélioration. Il y a des gens qui disent on peut refroidir l'air. Il y a des technologies de geoengineering et d'abat-jour géant. Alors, je ne sais pas ce que ça donne pour le moment, mais il y a des gens qui réfléchissent, par exemple au département de physique d'Harvard, à des technologies qui permettraient de refroidir l'air. Je ne sais pas du tout si ça va être... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais l'idée, c'est de dire il faut tout essayer et il faut investir massivement dans les nouvelles innovations et dans les diffusions de technologies vertes existantes, notamment l'air conditionné. Esther mentionnait l'air conditionné. Il faut massivement diffuser l'air conditionné. Alors, il est coûteux en énergie lui-même, mais il va s'améliorer lui-même parce que l'innovation permettra, à mon avis, à l'air conditionné de consommer moins d'énergie. Alors, je pense qu'il faut tout essayer. Je vous donne le résultat du sondage, quand même, que nous avons fait pendant cette session. La décroissance est-elle la solution pour endiguer le dérèglement climatique ? Oui, à 59%, non, 30%, et je m'abstiens, 11%. Donc, dans la série de questions aussi qui m'a été posée, une question pour vous, Madame le maire ou la maire. Comment ont été reçues, en fait, ces innovations que vous avez proposées dans votre mairie par les habitants ? Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, en fait, l'adhésion est là, puisque aujourd'hui, les collectifs, les espaces ont été investis par ces personnes. Donc, c'est une preuve probante d'une forme de réussite. Voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. Donc les gens sont... voilà, il y a une vraie attente. Moi, j'ai aussi une question un petit peu par rapport à cette idée de réinvention. On a pas mal de jeunes quand même aussi dans cette salle. Et est-ce que vous pensez, alors c'est une question large peut-être pour vous, Monsieur Menger, mais que les jeunes sont en train de réinventer aussi un peu le rapport au travail. On entend beaucoup dire, en fait, ils n'ont pas la même approche, ils sont moins dociles, ils veulent moins finalement consacrer toute leur vie à ça sans se poser la question. Il y a aussi la question de leur appréciation du bilan climatique des entreprises dans lesquelles ils vont. Là, dernièrement, je crois que c'est hier, il y a une tribune d'étudiants de grandes écoles qui ont dit qu'ils ne postuleraient pas à la BNP Paribas tant qu'elle financera les énergies fossiles. Bon, je mélange un peu les sujets, mais en tout cas, sur la jeunesse et son rapport au travail, est-ce que vous avez aussi quelque chose à nous dire ? Oui, c'est un grand sujet. On entend beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut se débarrasser du travail qui n'a pas de sens. Alors, où se situe le sens du travail ? C'est une autre question. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on
on cherche de bons équilibres entre les différentes dimensions de l'existence, l'existence consacrée au travail, l'existence consacrée au hors-travail. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus un travail est qualifié et intéressant, plus l'effort sera accepté comme un enrichissement plutôt que comme une perte de soi, de perdre sa vie à la gagner. Il faut aussi que la rémunération soit derrière, parce que si vous travaillez avec des espoirs de carrière de rémunération qui sont à peu près sans sens, c'est à tous les sens du mot, eh bien, vous n'allez pas vous casser la tête longtemps. Hein. Vous vous direz, bon, c'est un travail qui est purement alimentaire, donc je préfère m'alléger plutôt que de m'y investir. Ça, c'est une certitude. Ce qu'on sait aussi, c'est que il y a des sociétés où on est fatigué, où on est pessimiste et on pense que tout va aller beaucoup plus mal et où en quelque sorte l'inertie vers le déclin est une sorte d'évidence et c'est le contraire qui est un casse-tête mystérieux, et il y a des sociétés où c'est l'inverse. Où c'est bon, il faut se retrousser les manches et en avant, on va pouvoir agir, on va pouvoir innover, on va pouvoir transformer et tant qu'à faire de manière la plus équitable et la plus collective possible. Et c'est l'inertie qui devient une énigme et quelque chose à combattre. Eh bien, c'est un choix qu'il faut faire quand on dit le travail n'a pas de sens. Il faut savoir dans quelle société on est exactement. Est-ce qu'on est dans une société qui veut transformer les choses et pour ça il faut le travail. Le travail, d'une certaine manière, c'est apprendre soi-même de quoi on peut être capable et qu'on ne savait pas auparavant. C'est une définition qu'a donnée Marx d'une certaine manière. Et il a dit, si vous ne travaillez pas, si vous n'agissez pas, vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable. Et travailler, c'est surmonter des difficultés. Et c'était une magnifique définition qu'il tirait d'ailleurs de la philosophie ancienne et de la philosophie de quelqu'un comme Hegel. Et ça s'est poursuivi. Hannah Arendt ne dit pas autre chose. Donc le travail, c'est aussi l'émancipation. Le travail, c'est se sortir des contraintes de société où on n'est pas grand-chose et où on ne fait pas grand-chose de son existence. En ce sens-là, il faut redonner au travail sa valeur, mais sa valeur, elle est maintenant un peu plus multidimensionnelle, elle est salariale et elle est non salariale. Et ça, c'est tout à fait simple à constater. Je voulais revenir à Esther Duflo pour poser une question aussi qui est une question un peu d'actualité puisqu'on a en ce moment des changements en ce sens. Donc là, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour ma chaîne France Culture. Tous les lundis, Esther Duflo en fait a une chronique sur France Culture et dernièrement, elle a justement fait une chronique dont le titre est et dont j'aimerais peut-être qu'elle nous en dise un peu plus. Un accueil plus humain des migrants est bénéfique pour la société. Est-ce que Esther, vous voulez aussi dire quelques mots là-dessus ? Oui, merci. Ça change un petit peu de sujet, mais peut-être pas complètement, puisque une des conséquences du changement climatique qu'il va y avoir, qui a déjà commencé, qui aura de plus en plus dans le futur, c'est des gens suffisamment désespérés pour vouloir partir, quels que soient les coûts et quels que soient les dangers. Et c'est quelque chose qu'on observe en ce moment, où il y a des gens qui partent d'Afrique pour venir, pour prendre des routes extrêmement dangereuses pour arriver, pour essayer de migrer vers l'Europe. Le point que que j'essayais de faire dans cette chronique, c'était que on se panique, nous, dans nos pays à nous, on se panique assez facilement en voyant ces flux, en voyant des gens qui se précipitent sur... qui sont plus nombreux, par exemple, qui arrivent en arrivant sur certaines îles comme Lampedusa, sont plus nombreux que la population elle-même. Et on a assez facilement l'impression qu'il s'agit d'un déluge. En fait, en réalité, il ne s'agit pas du tout d'un déluge par rapport à la proportion par rapport à la population de nos pays. Et que la catastrophe est un peu fabriquée par notre propre résistance à accepter ces personnes. Dans le sens où s'il était plus facile d'entrer dans nos pays, ils n'auraient pas besoin de se mettre dans des dangers, de faire face à des dangers pareils et d'arriver tous dans la même petite île où il y a par ailleurs pas beaucoup de population. Donc cette crainte, elle s'auto-entretient en fait. Cette crainte des migrants et cette crainte qu'il y aura qu'on pourrait être débordé
par des flux de migrants, s'auto-entretient justement en limitant tellement les possibilités d'arriver qu'elles sont concentrées dans un endroit spécifique où effectivement il y a une crise à ce moment-là dans cet endroit spécifique. Donc si on était plus libre, plus libéral, qu'on ouvrait les portes, qu'on laissait aux gens la possibilité de travailler, en particulier dans une situation comme on a aujourd'hui en Europe où il y a plutôt des pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans certains secteurs où les populations natives ne veulent pas vraiment travailler et où ça ne va aller qu'en s'empirant au fur et à mesure que notre population vieillit. Si on voit ces forces vives qui veulent venir chez nous comme une force et pas comme une invasion, ce que ça n'est pas, il y aurait, tout irait mieux, dans le sens où il y aurait moins de problèmes sociaux liés et de perte de vie humaine inacceptables liés à ces mouvements migratoires extraordinairement dangereux. Et ça nous ferait chez nous plus de gens qui contribuent de manière positive à notre économie. Je peux rajouter quelque chose? Oui, vous avez le mot de la fin, parce qu'on arrive exactement à la fin de cette conférence. Sur l'immigration, je voulais dire quelque chose. Je crois qu'il y a eu un vote un peu honteux des députés Renaissance au Sénat qui se sont alignés sur des mesures démagogiques du type on supprime les AME, on revient sur le droit du sol, on n'autorise pas... Moi, je viens de signer une pétition contre ça, quoi. Voilà, avec d'autres personnes, avec gens... Voilà, dont d'autres gens, et j'espère que l'Assemblée nationale, et j'espère que les députés Renaissance de l'Assemblée nationale vont sauver l'honneur et qu'ils vont laver l'humiliation du vote du Sénat, voilà, et qu'on reviendra à la proposition initiale. Voilà, mais on est dans la réinvention, très bien. Voilà. On est dans le... Ouais. Voilà, comment la population civile va peut-être faire réinventer, en tout cas, ce qui va se passer pour cette loi. Merci à tous, merci pour votre attention très soutenue pour cette longue conférence. Je laisse le mot de la fin à Pascal Lemairer. Oui, avant que vous partiez tous vous émanciper très librement, on a entendu d'ailleurs beaucoup de sujets, là, comme anticiper les catastrophes naturelles et quels sont les moyens, les stratégies qu'on pourrait avoir. Enfin, il y a une foule de sujets possibles. Je doute que l'intelligence artificielle résolve tout pour l'année prochaine en matière de programme des GECO, mais vous pouvez apporter beaucoup. On va vous envoyer un questionnaire, vous savez, avec tous les thèmes en fait, qu'on pourrait traiter. N'hésitez pas, parce que c'est dans l'interaction avec vous qu'on construit à chaque fois. Le comité scientifique, Philippe Aguillon est bien placé pour le savoir. On fait remonter des sujets, on discute. Donc à partir de ce soir, vous êtes en charge de réfléchir au GECO novembre 2024. Esther, à bientôt. À bientôt, Esther.